je voulais entreprendre. Et à ce moment-là, j'avais extrêmement peur. Aujourd'hui, les jeunes ont une plus grande maturité par rapport à ces sujets-là. J'ai rencontré par exemple 2 personnes qui ont fondé une agence, ils ont 19 ans. Et ils m'ont dit ça fait 3 ans on est dessus. Ils ont commencé à 16 ans. Mais 3 ans en entrepreneuriat, c'est l'équivalent, je pense, de plus de 10 ans en salariat. Tu vois ce qu'il dit, à 20 ans, t'es la somme de ton éducation, à 40 ans, t'es la somme de tes décisions, et à 70 ans, t'es la somme de l'impact que t'as sur le monde. À partir du moment où on sait qu'on ne peut pas se projeter dans un environnement, un métier ou une relation, faut accepter de lâcher. Il faut accepter d'avoir la sensation de tout perdre. Bon, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans un format de discussion sur le podcast Shape Room, encore avec Fanny. Hey yeah. Salut Nico. En fait, ça va être la co-host de ce podcast, Fanny. Yeah. Je dois rajouter ton prénom dans les auteurs en tant qu'autrice là. Ah bah carrément, parce qu'on va partager du lourd, hein, du pertinent aussi. Du lourd, du sale, du pertinent, tout ce que tu veux. Donc bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau podcast, ravi de vous revoir sur un format que vous connaissez certainement, puisque en fait avant c'était plus interview, discussion sur certains sujets. Le premier épisode c'était avec toi Fanny, et donc cette fois-ci je le tourne un peu plus sur un format discussion, voire débat. Je préfère ce format-là, je trouve plus intéressant, plus pertinent pour avoir les différents points de vue, pour qu'on puisse développer notre pensée. Donc c'est un format un peu plus freestyle, même si je serai toujours là pour cadrer un petit peu, pour qu'il y ait de la pertinence justement, mais bon avec Fanny, pas trop besoin. Attends, c'est toi qui vas cadrer ou c'est moi qui vais cadrer? Non, juste pour rassurer les auditeurs. On va cadrer tous les deux finalement. Installez-vous confortablement dans votre canapé, vous êtes dans le métro, sous la douche, peu importe, tranquillement. On va discuter, Fanny et moi, donc d'un sujet en particulier. Alors, c'est pas un sujet précis, on va essayer de décortiquer un style de comportement, une situation. Moi, je l'ai connu aussi et j'ai pas mal de personnes dans mon entourage qui peuvent le connaître, et puis des personnes que je rencontre récemment. Donc, c'est une situation où vous êtes en tant que salarié, vous êtes dans le salariat, vous souhaitez gagner en indépendante, peut-être vous lancer à votre compte, vous lancer en tant que freelance. Mais souvent, dans cette situation-là, on rencontre ce qu'on appelle des croyances limitantes qui sont liées à des peurs. Vous trouvez des sortes d'excuses, comme il faut un peu plus d'expérience, je suis pas encore prêt, je sais pas quel job faire, je sais pas comment faire pour me lancer, etc. Donc, on va décortiquer ce sujet-là, pas si simple, avec Fanny. Moi, c'est des sujets que je rencontre pas mal avec des personnes que j'accompagne, mais également aussi des personnes dans mon entourage. Donc, c'est le sujet qu'on va attaquer. Je vous le rappelle, il y a un format vidéo et un format donc audio. Donc, si vous voulez un format un peu plus chill, vous restez sur Spotify, vous restez sur Apple Podcast ou sur Deezer ou peu importe. Et si vous voulez voir nos petites têtes avec quelques petites animations à droite à gauche, vous pouvez nous retrouver sur YouTube. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner sur le podcast, de vous laisser un petit avis. Comme d'habitude, ça fait plaisir, ça permet de faire progresser ce podcast-là. Et puis sinon, écoutez, on est parti, let's go. Yeah. Voyage dans le monde, un rêve de nomade, de Paris aux éclats des vagues. Donc déjà, première chose Fanny, moi je voulais savoir sur ce sujet-là, donc là on parle surtout aux salariés qui veulent se lancer en freelance, qui ont peut-être peur, qui ont des croyances limitantes, bref, c'est assez difficile parfois à débunker je trouve, et toi donc tu me le disais, tu étais salarié, tu t'es lancé à ton compte, je sais que tu es passé par du burn-out, mais j'aimerais bien déjà pour introduire le sujet, savoir si toi tu as connu ce type de situation, si tu as été dans cet état-là, dans ces passages-là, et comment tu as trouvé cette porte d'entrée ou de sortie justement vers l'indépendance. Clairement, en fait, moi je vais même revenir avant le salariat, parce que je pense que ça va pouvoir parler aussi à des personnes qui sortent d'études et qui se disent est-ce que j'ai envie d'un salariat ou est-ce que j'ai envie d'être à mon compte. Et quand je suis rentrée d'Australie, j'avais 22 ans. Je sortais d'un double bac+5 et franchement c'était incroyable. J'avais une voie tracée, j'aurais pu partir directement dans le salariat et moi je voulais entreprendre. Et à ce moment-là, j'avais extrêmement peur. Et j'ai écouté la voix de mes parents qui était mon autorité à l'époque et je me suis pas lancée. Et j'ai rejoint le salariat. Tu vois, il y a eu une première phase où j'ai déjà voulu me mettre à mon compte et j'ai pas écouté parce que j'avais peur et parce que je me sentais pas légitime, mais surtout parce que j'ai écouté une voix d'autorité qui me disait non mais là il faut que tu ailles gagner en expérience, tu peux pas te lancer à ton compte maintenant, t'as pas la maturité. Pourtant j'avais la motivation et je me sentais déterminée, j'avais un projet. Comme quoi c'est pas une question de projet, parce que parfois on se dit c'est parce que j'ai pas la bonne idée que je quitte pas le salariat ou que je me lance pas à mon compte. Moi j'avais la bonne idée, j'avais pas la maturité et j'avais pas la sécurité intérieure pour m'écouter et pour me dire mais si en fait ça peut fonctionner. Et puis la même chose s'est produit donc 10 ans plus tard où je me suis retrouvée en effet en burn-out, c'est ce qui me poussait un peu vers l'extérieur avec l'envie d'être à mon compte mais une peur affreuse parce que moi j'étais dans mon confort, j'étais dans ma prison dorée on va dire, je gagnais très bien ma vie et à la fois tu te dis ok
j'ai envie d'aller vers ce monde de l'indépendance, donc que ce soit freelance, créer sa boîte ou quoi que ce soit, mais en tout cas de faire mon propre argent pour moi-même. Et ça me fait extrêmement peur parce que tout simplement je ne le connais pas et j'ai pas d'exemple autour de moi. J'ai pas des parents entrepreneurs, j'avais pas une sœur qui était dans l'entrepreneuriat, et de tous mes amis j'étais la première à ouvrir la voie. Et la première des choses qu'il faut faire, je crois, dans ce cas-là, c'est aller parler à des gens qui ont osé faire ce pas vers le monde inconnu, tout simplement pour que ça commence à rassurer la partie de nous qui a peur, mais elle a pas peur parce qu'on n'y arrivera pas, elle a peur parce qu'elle le connaît pas, elle l'a jamais fait, et c'est comme ça qu'on fonctionne en tant qu'humain. Donc moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est, tu disais, il faut se rapprocher des gens, il faut aller les questionner, etc., ce qui est totalement vrai, enfin je suis totalement aligné avec ça. Mais tu vois, par exemple, moi je pense à la personne à qui se dit non, il faut d'abord que j'aille en CDI, il faut d'abord que j'aille en agence ou je ne sais où pour avoir de l'expérience, tu vois. En fait, dans notre discussion, j'aimerais bien qu'on puisse imaginer quelqu'un qui a envie de se lancer en freelance, tu vois, qui a envie de gagner en indépendance, mais qui se dit non. D'abord, je vais être en CDI parce que c'est rassurant, tu vois. Parce que pour moi, il y a un peu trois types de personnes où bah la première personne, elle est en salariat, elle est en CDI, elle a envie de se lancer en freelance et elle est plus ou moins prête. Mais évidemment, il y a toutes ces peurs, ces croyances limitantes. Mais donc effectivement, le plus simple déjà, c'est d'aller questionner les freelances, d'aller se rapprocher de personnes comme ça. Et puis ça permet déjà de créer un peu de confiance et d'avoir plus d'informations. Mais il y a aussi une autre type de personne, je trouve, qui a envie de se lancer en freelance, mais qui se projette plus sur l'avenir et qui dit non, d'abord je vais faire un CDI, je vais avoir d'expérience. Tu vois, ce type de personnes-là, qu'est-ce qu'on leur dit en fait? La première question que j'aurais envie de leur poser si je les avais en face, c'est d'où vient cette croyance que tu dois passer par un CDI ou par une agence, en tout cas, enfin par de l'expérience pour réussir. D'où ça vient? Est-ce que ça vient de toi? Est-ce que ça vient d'un grand frère, d'une grande sœur, d'un parent, d'un meilleur ami? Peu importe en fait. D'où ça vient? Ou de la société, exactement. Ou de la société, tout à fait. Et déjà, savoir. Parce que si ça vient de toi, si c'est vraiment à l'intérieur de toi, alors j'ai envie de dire, suite à voix intérieure. Moi, je vais forcément aller vers là. Par contre, si ça vient de quelque chose qui est extérieur à toi et que tu considères comme un fait établi, alors que c'est une croyance qui peut être limitante dans ton cas parce que tu as envie de te lancer, là, j'aimerais vraiment te dire, ok, donc ça t'appartient pas. Déjà, à partir du moment où tu as réussi à détacher la croyance de toi, ça veut dire que tu n'es plus cette croyance. Donc à partir du moment où tu n'es plus la croyance, tu peux décider de croire à autre chose. Qu'est-ce qui serait aidant pour toi de remplacer? Parce que tu peux pas, l'univers n'aime pas le vide. Donc tu peux pas enlever une croyance, laisser un trou béant. T'es obligé de remplacer par quelque chose. Donc du coup, ce serait quoi? Une croyance aidante, cette fois, qui pourrait remplacer la croyance limitante et qui te permettrait de te dire, ouais, finalement, j'ai peut-être pas forcément besoin. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est regarder le tempérament. Je pense que toi, Nico, t'as un tempérament où tu as envie de parler à des personnes qui ont envie de foncer. En tout cas, dans cet épisode-là et par rapport à cette thématique-là. Parce que avec le recul que j'ai et l'expérience que j'ai, je pourrais pas me permettre d'inciter quelqu'un à se lancer alors qu'il a absolument pas confiance en lui. Enfin, en gros, ça va être très très compliqué. Donc il y a quand même, je pense en tout cas dans ce fait de pas avoir d'expérience, il y a quand même un truc un peu bon allez, j'y vais et ça c'est très lié à la personnalité. Tu peux avoir bien sûr la croyance limitante, mais dans ta personnalité, tu sais que tu vas foncer, tu vois ce que je veux dire? Non, je suis d'accord avec toi, mais je trouve que ça c'est valide dans le cas où la personne se lance d'une manière pure et dure, c'est-à-dire sans accompagnement, sans mentoring, tu vois, sans être entouré. Parce que pour ces gens-là, et puis même les personnes qui sont prêtes à se lancer, ou du moins qui ont le sentiment d'être prêtes, moi je recommande quand même toujours de pouvoir soit être en contact avec un freelance où il y aura un petit peu de mentoring, tu vois, un peu d'aide, une aide extérieure, soit de prendre un accompagnement ou une formation ou un truc comme ça. Et je dis pas ça parce que moi j'ai Shape Room et que j'ai un accompagnement, mais en fait avec le recul, je vois à quel point c'est puissant. Et moi je l'ai remarqué surtout autour de moi, parce que moi au début je prenais pas de formation, j'étais pas accompagné, j'étais tout seul. Après j'ai eu de la chance, j'étais en agence et j'ai copié-collé ce que je faisais en agence en tant que freelance, et donc ça a fonctionné comme ça. Alors ça a pas été si facile non plus, mais dans les grandes lignes ça s'est passé comme ça. Et tu fais bien de parler de croyances limitantes, c'est de croyances du coup qui viennent de la société, des parents, des amis, et en fait qui viennent dans tout finalement, parce que la société c'est tout ça, hein, c'est notre éducation. D'ailleurs il y a une phrase qui dit, que j'aime bien, une phrase qui dit à 20 ans t'es la somme de ton éducation, à 40 ans t'es la somme de tes décisions, et à 70 ans t'es la somme de l'impact que t'as sur le monde, que t'as sur les autres. Et c'est très vrai. En fait entre 20 et 30 ans c'est là où t'es dans une période quand même, je trouve, en tout cas autour de moi je le remarque, période un petit peu où tu réfléchis, où il peut y avoir des changements, tu as envie de te lancer en freelance, tu remets certaines choses en question. En tout cas c'est quelque chose que je remarque dans ma génération, parce que comme j'ai 26 ans, je remarque qu'il y a des gens qui voyagent, il y en a qui quittent leur job, ils ont plus envie de ça, il y a beaucoup de gens qui se lancent en freelance et tout. Et donc il y a pas mal de croyances limitantes qui commencent à être cassées, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Et donc les gens qui se disent non, d'abord je vais aller en CDI, je vais avoir de l'expérience, en fait moi, je trouve que c'est une fausse croyance et voire même très dangereuse, parce qu'en gros, après c'est mon point de vue, mais quand tu vas en CDI, quand tu vas dans une agence par exemple, t'es parti pour au moins 6 mois, je dirais, tu vois, au moins 6 mois, 1 an. Ah ouais, au moins, ouais. Alors que avec une formation, un accompagnement, ou alors si tu es aidé par un freelance, ça peut aller très vite, quoi. Alors après ça dépend si tu apprends des nouvelles compétences ou pas.
pas. Parce que si tu capitalises sur tes compétences, tu souhaites en faire un business, un service, ça peut aller assez vite. Mais dans ce cas-là, si tu apprends une compétence, tu prends une formation, un accompagnement. Alors en France, malheureusement, il y a une image très moyenne, mais c'est comme si tu allais à l'école. Mais regarde, l'école aujourd'hui, les écoles de commerce, etc. Tu payes entre 7, 10, voire 15 000 euros l'année pendant 5 ans. Tout ça pour que tu apprennes des choses vraiment pratico-pratiques en stage et en alternance, tu vois. Pour ensuite tout à fait d'accord. Non mais tu vois, c'est un truc de fou. Et t'as des formations aujourd'hui qui coûtent genre 2000, 3000, 4000 euros. Ça dure 3 à 6 mois. Et en 3 à 6 mois, t'apprends un job, t'apprends à te lancer en freelance, à aller choper des clients, t'apprends des compétences et tout. Donc, c'est pour ça que je voulais aussi te poser la question par rapport à ce type de personnes-là, parce que la question que je trouvais pas simple, pour moi, la réponse c'est le CDI, ça mettra forcément plus de temps. T'apprendras certaines choses. Alors, t'apprends des trucs, ça c'est une évidence, c'est très cool, c'est des très bonnes expériences. Mais si l'objectif final, c'est de te lancer en freelance, d'avoir cette indépendance, et bah, autant aller directement dans le bain. Commencer direct, ouais. C'est ça. Après, il y a aussi la question d'investissement, parce que voilà, un accompagnement, ça coûte 1000, 2000, 3000 euros dans ces eaux-là, voire un peu plus cher sur certaines formations. Mais bon, je pense que c'est pas non plus des prix exorbitants. En tout cas, si c'est le goal ultime, pour moi, c'est le passage presque obligatoire, quoi. Moi, j'ai une question pour toi, Nico. C'est, moi, j'ai compris ce que je voulais faire justement en passant par l'expérience, tu vois, en faisant. Je me place vraiment à la place de ces personnes qui sortent d'études ou en tout cas qui se disent je veux être en freelance. Comment est-ce qu'ils vont savoir ce qu'ils veulent proposer? Tu vois, comment est-ce qu'ils vont réussir à s'orienter sans le recul de ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils savent faire, avant même donc du coup de choisir leur formation. Et je me dis ça peut être intéressant d'en discuter parce que je pense qu'il y a des personnes qui se lancent pas parce que peut-être elles ne savent pas vers quoi exactement aller. Elles ont compris qu'elles voulaient la liberté, cette indépendance, le fait aussi d'aider les gens à leur manière, peut-être avec leur propre méthode de travail et leur façon d'approcher un client. Mais le field, en fait, ce pourquoi on va les rémunérer. À ton avis, comment est-ce qu'ils vont trouver du coup? C'est une très bonne question. Alors déjà, il y a une première chose que j'ai remarqué. Je trouve que du coup la jeune génération, donc ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, je trouve qu'ils ont une maturité par rapport à ces sujets-là qui sont cette maturité-là est beaucoup plus élevée que nos aînés, donc ceux qui ont, je dirais, plus de 30 ans, tu vois. Pourquoi? Je pense moi. Mais franchement, et puis même moi, je m'inclus dedans parce qu'en gros, j'ai rencontré un gars à Bali. Le gars a 20 ans. Il a un business d'achat-revente. Alors en fait, il apprend aux autres à faire de l'achat-revente sur différents types de produits. Donc il a un groupe sur Discord, je crois, ou School, je sais plus. Bref. Et en fait, il poste des conseils, il poste aussi des opportunités d'achat-revente. Le gars a 20 ans. Moi, à 20 ans, j'étais loin de ça. Je faisais des soirées, quoi. Je bourrais la gueule, point. J'étais à Montréal, voilà. Bref. Et je lui ai demandé, t'as commencé quand? Il me dit, bah, ça fait 5 ans que je suis dans le business. Attends, 5 ans, t'as 20 ans. Oui, il a commencé à 15 ans. Et le truc, c'est que cette personne-là, c'est pas une exception à la règle, il y en a de plus en plus. J'ai rencontré, par exemple, 2 personnes qui ont fondé une agence, ils ont 19 ans. Et ils m'ont dit, ça fait 3 ans dessus. Ils ont commencé à 16 ans. Et tu vois, je trouve que déjà, aujourd'hui, les jeunes ont une plus grande maturité par rapport à ces sujets-là parce que je pense qu'il y a Internet, il y a du contenu sur Internet quand tu sais le consommer. Et bah finalement, c'est une énorme encyclopédie Internet. YouTube et j'en passe. Donc, je pense que ça, déjà, c'est une première barrière qui peut être cassée. Alors évidemment, ça passe aussi par l'éducation parce que je pense qu'aujourd'hui, avec Internet, à mon sens, il y aura 2 polarités. Les gens qui savent utiliser Internet, qui savent trouver l'information, se former pour grandir et pour peut-être lancer un business ou je ne sais quoi. Et il y a ceux qui, malheureusement, vont peut-être tomber dans les méandres des algorithmes TikTok, Instagram, regarder des reels à longueur de journée et puis ça va les abrutir. Donc j'espère que ce sera pas pour le plus grand nombre, mais je pense que c'est quand même la réalité. Et ceux qui prennent Internet comme une école, je pense que déjà ça va pas mal les aider. Et ensuite, pour répondre à ta question, comment savoir ce qu'on peut faire? Moi je trouve que le freelancing et donc l'entrepreneuriat, c'est aussi un beau terrain de jeu, tu vois. Là où en CDI, en entreprise, t'es quand même cadré. Alors certes, t'apprends des choses, mais t'es cadré, t'es entouré, t'es managé, ça va dépendre de la taille de l'entreprise évidemment, mais dans les grandes lignes, voilà, t'as quand même une fiche de poste. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, t'es embarqué pour au moins 6 mois, voire 1 an ou plus. Je sais pas quelle est d'ailleurs la moyenne, je pense que ça doit être du 2-3 ans, 3 ans par... Moi j'ai ça en tête, moi, tu vois, 2-3 ans pour vraiment, tu vois, on te dit souvent la première année, t'es formé, t'apprends, t'es pas vraiment opérationnel, enfin, tu vois, t'es vraiment cadré. La deuxième année, tu commences à prendre vraiment plus de responsabilités. Et quand t'es dans la 3e année, exactement, c'est là que tu te dis, attends, je fais quoi après, quoi, tu vois, comment est-ce que je vais pouvoir croître au sein de l'entreprise? Mais 3 ans en entrepreneuriat, c'est l'équivalent, je pense, de plus de 10 ans en salariat. Vraiment, le ressenti est pas le même. T'es obligé de faire tout le temps, de te questionner, d'être créatif, de te remettre en question et t'attends pas. Tu peux pas attendre parce que t'attends quoi? T'attends après toi-même. Donc si toi tu viens pas vers toi, en effet, c'est pour ça que je dis que c'est pas tout à fait pour tout le monde, mais je crois que de toute façon ceux qui vont nous
nous écouter, c'est qu'à minima, ils ont ce truc en eux de se dire ouais, franchement, j'aimerais bien. Je le sens au plus profond de moi que j'ai envie d'être à mon compte, quoi. Carrément, moi je trouve que le freelancing et donc l'entrepreneuriat, c'est une des écoles de la vie. Donc t'avances plus vite, tu testes plus vite, tu gagnes en maturité plus vite. Là, tu le disais, 1 an pour être formé. Bon, je trouve ça peut-être un peu beaucoup, mais mais c'est vrai que tout est un peu plus lent et surtout donc t'es mis un peu dans une case, hein, t'as un rôle, tu peux évoluer, mais ça va pas si vite que ça. Alors que quand tu te lances en freelance, tu peux déjà tester un premier job. Peut-être que t'es pas sûr à 100% que ça va le faire, mais au moins tu te lances, tu testes et tu vas apprendre tellement de trucs, tellement de choses, tu vas forcément le réutiliser derrière. Et par exemple, je sais pas, quelqu'un qui veut se lancer dans le milieu du marketing digital, il se dit bon bah pourquoi pas le social media. Social media, c'est création de contenu sur les réseaux sociaux, c'est la stratégie de contenu sur les réseaux sociaux. Je commence par ça, je prends une formation, ça va durer 2-3 mois, ou même plus, 3-4 mois suivant les formations, bref, peu importe. Et déjà là, je suis déjà formé, je peux me lancer, travailler avec des clients et tester. Et après, bah, si ça plaît pas, c'est pas très grave. Il y a déjà un job qui fonctionne avec des revenus. Et puis, bah, après, on peut faire ce qu'on appelle un pivot, entre guillemets. Ouais, on va apprendre autre chose, clairement. on va se former à d'autres métiers. Et en plus, généralement, quand tu prends une formation en accompagnement, tu t'apprends des trucs, quoi, en fait. Hein, t'apprends des trucs business, t'apprends à créer une offre, à trouver des clients. Donc déjà, ça, tu l'as. Derrière, il s'agirait peut-être de trouver un autre job, de trouver une autre formation sur un autre truc, ou alors de trouver un freelance qui peut t'aider. Si je sais pas, social media management, c'est pas le grand kiff. C'est pas du community management, c'est quasiment le même domaine. Donc ça parle aussi. Mais voilà. Et puis en plus de ça, tu as un premier job qui te permet de gagner de l'argent et cet argent-là, tu en mets une partie sur une formation et puis tu apprends comme ça. Et ça va beaucoup plus vite. Moi, je pense qu'en vrai, quand tu te lances en freelance, contrairement au CDI, je pense qu'en 6 mois ou 1 an, t'as trouvé ta place, à mon avis. Hein. Et puis, si t'as pas trouvé, tu retournes en CDI. Mais franchement, au moins, t'auras appris tellement de choses que tu seras en avance un peu sur les autres. Donc toi, t'es un adepte de je me lance, j'y vais et puis je teste et puis je vois comment ça se passe et sur le chemin, de toute façon, j'aurais appris, quoi. Bah ouais, parce que je pense que c'est un peu comme ça la vie, quoi. Franchement, dans la vie, tu testes des choses, t'apprends. Enfin, en fait, si tu testes jamais, qu'est-ce que tu fais? Tu restes dans ton canapé, tu fais rien, t'attends que l'argent tombe, je sais pas, tu prends un CDI, ok. Après, je dis pas, là, le CDI pour certains, c'est la voie royale, ils aiment ça et très bien, grand bien leur face. Mais ceux qui veulent se lancer en freelance, bah ouais, il y a un moment donné, il faut y aller, quoi. Ouais. Et je pense que c'est comme tout dans la vie, tu vois. C'est comme quand tu testes des choses quand t'es petit, tu testes, je sais pas, des nouveaux aliments, tu goûtes des trucs quand t'es petit, en rapport avec la nourriture. Tu testes le voyage, avec des potes, tu testes le voyage solo. Je sais pas, moi, plein de trucs comme ça. Tu testes la plongée, tu testes de nouveaux sports. Donc ouais, moi, je Mais pense que c'est carrément. comme ça dans la vie. Avec cette projection, de se dire peut-être quand même choisir, admettons si le domaine on le maîtrise pas encore et c'est au sein de la formation qu'on va le découvrir, c'est se dire ok, mais quel genre de client j'aimerais avoir? Est-ce que j'ai envie de travailler avec des grands groupes, des petits groupes, pour je sais pas, des femmes, des jeunes, des personnes plus âgées? Est-ce que c'est la food qui me plaît ou est-ce que c'est la beauté? Et je pense qu'en fait, ne serait-ce que ça, on peut avoir des éléments, même sans l'expérience au sein d'une entreprise. On sait ce qu'on aime. On sait si on aime plutôt l'outdoor et faire du sport ou le voyage ou la beauté. En vrai, on sait. Donc, on a déjà des éléments qui nous permettent de savoir vers quoi on a envie de travailler. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Parce que j'en ai parlé dans un autre podcast où en fait, si imaginons t'as pas de compétences et en réalité, tu vois, tu parlais des personnes qui sortent des études ou alors qui entrent mais qui ont entre 18, 20 voire 23 ans, bah déjà à cet âge-là, t'as forcément un peu de compétences, t'as forcément testé des choses, tu vois. Moi à 18 ans, je savais faire du montage vidéo par exemple. Voilà, j'en faisais de mon côté quand je partais en vacances avec ma famille, je faisais des vidéos avec mes potes et tout. Donc tu peux avoir des compétences et quand bien même t'en as pas ou tu penses ne pas en avoir, t'as quand même des appétences. C'est un fait, tu vois, 18, 20 ans, 23 ans, tu sais ce que t'aimes, tu sais ce que t'aimes pas, c'est peut-être pas hyper net, ça c'est clair, tu vois, on apprend toujours, je pense, ça évolue, mais il y a quand même une base, quoi, tu vois, il y a quand même un truc où tu dis, ah, ça j'aimerais bien, ou ça j'aimerais pas. Donc, déjà, tu peux te baser là-dessus, dans un premier temps. Après, il y a un autre élément également qu'on peut prendre en compte, c'est, je dirais, un marché qui est en croissance, tu vois, c'est-à-dire que l'appétence, ça peut être une première information, et puis derrière, c'est, ok, aujourd'hui, quel métier ou quel secteur fonctionne bien aujourd'hui, quel secteur est intéressant, et quel secteur peut se développer par la suite. Ça peut rentrer aussi en compte dans la réflexion. Donc, c'est plus le côté argent, le côté opportunité. Mais si on peut tu vois, allier appétence et marché en croissance, c'est super. Hein. Ouais, et puis en plus, pourquoi est-ce que ça devrait être un sujet tabou quand on est à notre compte, la notion d'argent? Parce que les gens qui vont en CDI ici n'étaient pas payés. Ils n'iraient pas travailler pour ces boîtes-là. Donc, bien entendu qu'il y a un moment, c'est quand tu regardes pour un job, tu regardes la fiche de poste, ok, ça, je pense que je sais le faire, ça, j'aimerais le développer, et puis combien je suis payée, tu vois. Quand on est à notre compte, bien sûr que c'est important. Je pense que c'est pas que ça qui doit nous driver, parce que c'est pas comme ça, moi, que je vois les choses, mais c'est extrêmement important. Tu vas pas te lancer à ton compte pour, au final, gagner 0. Tout comme tu vas pas travailler pour quelqu'un pour gagner 0 à la fin du mois. Donc, on vit dans un monde de matière. Il y a pas de tabou à se dire, j'ai envie d'être payé pour
ce que j'apporte. Maintenant, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'apporter, comment j'ai envie de l'apporter. Et si on revient à cette croyance limitante du début de j'ai besoin d'expérience, etc. Bah, je pense qu'il faut aussi revenir à comment est-ce que je peux venir sécuriser à l'intérieur de moi, parce que je parle très souvent de sécurité intérieure, de sécurité émotionnelle, parce que c'est ce qui nous permet de nous renforcer de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pas un CDI en vrai qui te sécurise. On a la sensation que ça nous sécurise, mais c'est complètement enfin, je veux dire, le jour où tu te fais virer pour X raison, ou que la boîte en face s'arrête, bah, ta notion de sécurité, elle s'effondre aussi sec, tu vois. Et c'est même pas forcément de ta faute. Et donc, là, tu vas le prendre personnellement, tu dis, attends, tout ce que j'ai investi dans la boîte, et tu vas rejeter la faute sur l'autre. Le truc, c'est que si ta sécurité intérieure, elle avait été développée, que t'avais utilisé la sécurité extérieure pour la mettre à l'intérieur de toi, bah, que t'aies ton job ou que t'aies pas ton job, t'es toujours toi, sauf que t'es toi enrichi d'une expérience. Et ça a beaucoup de valeur en vrai. Ouais, c'est vrai. Je te rejoins sur le sujet CDI. C'est un peu une fausse sécurité. En fait, pour moi, c'est du confort mental, quoi. C'est-à-dire que Ouais, clairement. C'est chaque mois, tu sais que ça tombe. Ouais, c'est confortable. C'est ça, tu poses pas trop de questions, ça tombe tous les mois. En France, on a de la chance, on est plutôt protégé. T'as un préavis. Tu vois, si t'as un licenciement économique, alors ça, je l'ai appris l'année dernière. C'est assez fou, hein. Donc si tu as la boîte, tu le disais, c'est la boîte, elle tombe. Ou si t'as un licenciement économique, le chômage en France, il est généreux, hein. Franchement, ton brut, c'est ce que tu reçois en chômage, hein, en fait, voilà, pour voler. Donc on a quand même de la chance sur ce point de vue-là. Mais je suis d'accord avec toi, pour moi c'est du confort mental, d'autant plus que tu vois, je trouve qu'en freelance, quand tu te donnes vraiment à fond, et puis c'est pas si compliqué, le freelance pour moi c'est la première marche de l'entrepreneuriat. C'est ce qui est le plus facile d'atteindre dans ce milieu-là, dans le milieu dit du business, tu vois. Et bah je trouve qu'en quelques mois, j'ai peut-être 6 mois, voire 1 an, tu peux quand même avoir des revenus hyper intéressants. Moi, ça a été le cas. J'ai des amis aussi, c'est le cas. Voilà, en l'espace de 6 mois, 1 an, tu peux arriver sur des 4, 5 000, 6 000 euros de chiffre d'affaires par mois, si ce n'est plus. Et donc, avec cet argent-là, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu mets de côté, t'investis, tu peux te créer ta propre retraite, tu crées ta propre sécurité. Et je sais plus où est-ce que j'en parlais quelque part, mais je trouve qu'encore une fois, le CDI, c'est du confort mental et que, en fait, finalement, en freelance, ce qui est, je trouve, le plus important, c'est que tu puisses avoir le contrôle sur tes revenus, sur ta vie. Parce qu'en fait, quand tu es en CDI, tu n'as pas le contrôle à 100%. Tu dépends d'un manager, tu dépends d'une entreprise. C'est pas toi qui prends les décisions à 100%, en fait. Même si tu es dans l'équation, mais il y a une équation. Et généralement, dans l'équation, il n'y a pas qu'un seul chiffre. Hein. Il y a d'autres trucs à côté, quoi. Donc, en freelance... Puis, il y a toujours un prix à payer. Enfin, tu vois, c'est au-delà de même la tâche qu'on te demande. Il y a un prix à payer sur tes valeurs, sur l'énergie que tu mets, etc. Et ça, c'est à prendre en compte dans cette équation, justement. Carrément. Et en freelance, tu es seul maître à bord. Tu gères tes clients, tu gères ton emploi du temps, tu gères ton chiffre d'affaires si tu en as un. Et je trouve que pour moi, c'est ça la sécurité, parce que tu dépends pas, au final, quand tu génères un peu d'argent et que tu commences à investir et mettre de côté, tu dépends pas que d'une seule source de revenus. Déjà, techniquement, en freelance, tu peux avoir plusieurs clients. Donc au pire, s'il y en a un qui s'arrête, il y en a d'autres, et puis tu peux en retrouver d'autres. Libre à toi. Si tu veux encore plus de clients, libre à toi. Et après, si tu veux investir aussi, pareil, c'est ton choix. Et donc, au final, tu ne dépends plus d'une entreprise, tu ne dépends que de toi. Tu dépends aussi des clients, évidemment, mais c'est plutôt toi qui manage. Et puis, tu dépends aussi, entre guillemets, dépendre de plusieurs sources de revenus. Donc, en fait, ça te crée une sécurité sur le long terme, finalement. Oui, puis t'es en structure légère. En fait, c'est ça, je pense, qui est très intéressant quand on se lance. Ça fait peur parce qu'on est en structure légère. Donc, c'est comme quand t'es en parachute versus quand t'es en avion. Quand t'es en avion, tu es dans ta structure, t'es dans un habitacle et t'es avec peut-être 300 autres personnes. C'est pas toi qui dirige. C'est confortable parce que t'as un petit service bar, etc. Quand t'es en parachute, t'as un peu les vents qui te portent, mais c'est toi, c'est ton propre corps qui fait corps avec les éléments extérieurs. Par contre, c'est davantage toi qui peux diriger. Tu peux décider d'ouvrir ta voile rapidement ou pas rapidement en fonction de l'adrénaline que t'as envie d'avoir. Et cette métaphore, moi, elle me parle bien parce que ça paraît plus dangereux, alors qu'en fait, quand tu regardes, il y a assez peu d'accidents de parachutisme, tu vois. Mais ça paraît plus dangereux parce que, waouh, t'es à nu, ou c'est comme, je sais pas, quand toi tu prends le scooter ou tu vois, tu te déplaces en scooter, t'as une forme de liberté, de maîtrise, tu sens le vent sur toi, etc. Versus quand t'es dans un autocar, je sais pas, un blabla bus par exemple, et c'est comme ça qu'on dit, blabla bus. Ouais. Ouais, je crois que je crois que c'est comme ça. On a compris. Exactement. Et bref, tu vas d'un point A à un point B et t'as tout le confort, tout l'habitacle, mais t'es pas du tout libre. Et tu te sens protégé, mais tu te sens protégé par quelque chose qui est extérieur à toi. Ce qui est faux,
si le bus explose, tu vas aussi exploser. S'il y a un accident, tu vas aussi être touché. Et c'est ça que j'aimerais aussi remettre. C'est bien sûr que c'est un confort mental le CDI, mais ça devrait pas être, comment dire, la motivation à rejoindre une entreprise. Et comme il y a beaucoup de personnes qui rejoignent des entreprises avec cette motivation-là, bah, je trouve qu'il y a un appauvrissement à l'intérieur. Donc en gros, si vous avez vraiment envie de vous investir dans du salariat, allez-y, mais n'y allez pas pour le confort d'avoir un salaire qui tombe chaque mois, parce que c'est pas vrai. Puis on vit dans un monde tellement mouvant que je suis même pas sûre aussi que tous ces modèles-là vont rester. En tout cas, en France, si on se positionne en France, je suis même pas sûre que tout ça va rester, quoi. Ouais. Et du coup, ce que tu appelles structure légère, c'est en fait t'es tout seul, c'est ça, tu as mené ta Bah propre c'est barque. toi et toi-même, quoi, tu vois. C'est D'accord. tu ouvres, tu fermes, t'as pas de salarié pour l'instant, en tout cas, il y a pas de salarié. Tu peux en effet sous-traiter les services de quelqu'un d'autre, mais tu vois, en gros, t'es seul à la direction. Et à chaque fois qu'il y a qu'une seule tête pensante dans une direction, c'est ce que j'appelle, moi, une structure légère, tu vois. Parce que c'est facile, tu décides, ah bah tiens, je tourne à droite, non, je tourne à gauche, non, je tourne à droite. Il y a personne que tu dois prévenir, attention, dans un mois, on va tourner à droite, oh, j'ai peur, tu vois. C'est léger, c'est ce que j'appelle léger, c'est fluide. Non mais carrément. Je voulais revenir sur ce que tu disais, sur le fait qu'il y a des gens qui s'engagent dans des entreprises parce qu'il faut en fait. Hein, c'est au-delà tu vois, de recevoir un salaire. Alors c'est vrai que oui, c'est la motivation profonde, hein, parce qu'il faut gagner de l'argent, faut bien vivre. Et donc en fait il faut quoi. Tu sais, on questionne pas trop les conventions, c'est juste bah c'est comme ça, donc on y va, on n'a pas le choix. Et ça je trouve que c'est intéressant comme réflexion parce que ça arrive de plus en plus, hein. Mais on remet en question ce modèle-là parce qu'on a envie de porter certaines valeurs, on a envie aussi de travailler pour des entreprises intéressantes, hein, des entreprises où les valeurs et le projet résonnent en nous, tu vois. Donc je trouve ça hyper pertinent parce que tu vois, aujourd'hui on parle beaucoup de se lancer en freelance, on parle de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de contenu maintenant sur internet là-dessus, mais on peut aussi parler je dirais un CDI aligné avec nos valeurs et nos aspirations, parce qu'on peut être très heureux en CDI, on peut être très heureux dans le salariat, mais c'est vrai que pour moi, en tout cas de ce que je vois, la plupart des gens quand ils s'engagent dans un CDI, bah, c'est parce qu'il faut quoi, tu vois. Et en fait j'ai retrouvé une citation je trouve qu'il correspond pas mal à ce sujet-là. C'est « Ne te demande pas ce dont le monde a besoin, interroge-toi plutôt sur ce qui te rend débordant de vie et fais-le, car le monde a besoin de gens pleins de vie. » Et ça, je trouve ça hyper pertinent parce que je pense à quelqu'un avec qui j'ai bossé quand j'étais en agence. Et en fait, ça nourrissait ma réflexion avant de me lancer en freelance, tu vois, parce qu'il me disait, je suis bien dans cette boîte-là, mais je sais que je vais pas faire ça toute ma vie, quoi, tu vois. Je fais ça, il y a même pas trop de raisons, tu vois. Je fais ça parce que bon bah c'est intéressant, ça nourrit ma curiosité et tout, mais voilà, je pense que je vais faire ça tant d'années, et puis après je vais retourner dans ma région et je vais cultiver des tomates, quoi. C'était un peu ça le discours. Et du coup, dans ma tête, je me disais, mais alors, si lui il se projette pas là-dedans, pourquoi il reste ça, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que tu répondrais, toi, en fait, si tu vois, là on se posait vraiment la question de pourquoi il reste. Ce serait quoi en fait les croyances qu'il y a dans la tête ou les blocages ou je sais pas les peurs qu'il peut y avoir. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans la tête de quelqu'un qui pense ça en fait, selon toi? Bah en fait, alors déjà c'est super intéressant que tu me partages ça, parce que hier je me faisais la remarque que je manquais de clarté sur où je voulais vivre. Et tu vas voir, tu vas comprendre exactement le lien. Et je me posais pas les bonnes questions. C'est-à-dire que je me disais, ok, je suis à Paris, je sais que c'est pas mon environnement de prédilection, et donc je sais que je vais le quitter. Donc tu vois, tout le monde pourra faire le parallèle entre voilà le fait d'être un salariat puis le fait de se mettre à son compte. Je me disais, mais je peux pas quitter Paris parce que je suis pas si mal, tu vois, je me sens plutôt bien, j'aime mon appartement, etc. J'ai mes amis, voilà, génial, j'ai mes clients. Pour autant, je sais que c'est pas là que je dois être. Donc ça venait trotter dans ma tête, mais pourquoi tu restes? Vu que tu sais que tu veux pas t'investir longtemps sur Paris, pourquoi tu restes? Et c'est parce qu'en fait, j'y restais parce que je savais pas où j'allais aller après. Et donc je savais que c'était pas Paris, mais pour autant, moi dans ma réflexion, j'avais besoin de savoir où est-ce que j'allais aller de manière très précise après. Donc c'est ce besoin de d'abord attraper la main après plutôt que de sauter dans le vide. Et je pense que la plupart des gens ont peur de sauter dans le vide. Mais vraiment, et cette peur-là, elle fait extrêmement peur. C'est-à-dire que pourquoi quitter quelque chose où t'es en zone tiède? C'est comme ça que je les appelle ces zones. C'est la zone tiède. C'est-à-dire c'est pas si inconfortable, mais c'est pas ouf non plus. Tu sais que c'est pas là que tu vas rester, parce que c'est pas là que ça va pleinement t'épanouir, mais pendant ce temps-là, t'es pas si mal. Et comme il y a pas mieux, et c'est pareil pour une relation amoureuse, comme il y a pas mieux, tu restes dedans. Alors que tu sais que c'est pas la personne avec qui tu te projettes, tu sais que c'est pas la ville dans laquelle tu te projettes, tu sais que c'est pas le job dans lequel tu te projettes. Et en fait, je pense que ce qui vient faire bloquer l'humain, c'est qu'il essaye d'abord de savoir où est-ce qu'il doit aller, ou vers qui il doit aller, ou vers où il doit aller pour se lancer. Et je crois qu'en fait, il faut
accepter. Et donc là, c'est vraiment une part d'acceptation et de lâcher prise. Je crois qu'il faut accepter à partir du moment où on sait qu'on ne peut pas se projeter dans un environnement, un métier ou une relation. Il faut accepter de lâcher. Il faut accepter d'avoir la sensation de tout perdre. Parce que c'est ça que ça vient créer chez l'humain. La sensation de « Oh, je perds tout ». Et en fait, c'est pas vrai. Tu vois, c'est ça le truc de ces putains de peurs. C'est que c'est pas vrai. Mais pour autant, c'est la sensation que ça crée. Cette sensation que je vais sauter dans le vide, je vais tout perdre, et mon expérience, et ma sécurité, et peut-être j'aurai plus de métier, et ça se trouve, je serai célibataire toute ma vie. Alors que bien entendu que c'est pas vrai, c'est donc une peur irrationnelle. Et ce que j'ai envie de dire, c'est essayer de regarder le ravin comme peut-être juste une marche en contrebas. Parce que la sensation que ça donne, c'est moins vertigineux de juste descendre une marche et d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté, parce que peut-être on le voit pas là où on est. Alors que si, bien sûr, on te dit saute d'un avion à 4000 d'altitude, t'as pas envie de sauter, de te défenestrer parce que tu connais l'outcome. Mais là, la peur, elle est pas rationnelle. En gros, normalement, on va pas mourir si on quitte quelque chose qui, en plus, on le sait au fond de nous, ne nous convient pas à 100%. Là, cet attachement, ce que ça crée, en fait, on crée un attachement vraiment comme une forme de dépendance. On s'accroche à quelque chose à l'extérieur de nous. Du coup, ça fait qu'on a moins confiance à l'intérieur de nous pour venir vraiment se sécuriser, se rassurer et se dire « Mais bien sûr que je vais réussir, bien sûr que je vais rebondir. » Et quand bien même ça marche pas, on s'en fout de l'ego. On revient à quelque chose qui nous convient mieux. Mais il y a vraiment une notion de se faire confiance, je crois, tu vois, de sécurité intérieure et d'oser faire ce pas qui fait très peur, quoi. Ok, ouais, hyper intéressant, puissant. Moi, du coup, ça me fait penser à une question, puisque là, en fait, je vois clairement donc le deuxième personnage dont on parlait tout à l'heure. Donc, il y a la personne qui pense au freelance un peu plus lointain, pense à se lancer à son compte, mais je préfère aller en CDI, le salariat, pour apprendre, etc. Et là, en fait, tu décris la deuxième personne qui est déjà en CDI, déjà dans le salariat, veut se lancer en freelance, mais il y a cette fameuse peur, ce saut dans le ravin. Donc moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne-là et surtout, qu'est-ce qu'elle peut faire? Parce que moi, j'ai un petit peu mon avis, ma méthode, mais j'aimerais bien connaître la tienne. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidée quand je me suis mise à mon compte. Ça a été de regarder tout ce que je savais faire, tout ce que j'aimais faire et tout ce que j'avais envie de faire. Et j'ai vraiment listé, tu vois. J'ai vraiment tout listé. Et dans ce que je savais faire, j'ai regardé ce que j'avais envie de continuer à faire ou bien d'arrêter de faire. Parce que c'est pas parce que tu as une formation en droit ou en je sais pas quoi que tu dois faire du droit toute ta vie. Et donc c'est aussi s'autoriser que parfois on a appris des compétences qu'on doit laisser sur le côté parce que oui, on sait le faire, mais on n'est pas censé tout faire dans la vie. Et donc dans ton quoi, c'est OK, je sais faire, j'ai envie de le garder ou pas? OK, très bien. Déjà, ça vient en entonnoir, tu vois, on vient écluser un petit peu. Et puis après, dans ce que j'aime faire, est-ce qu'il y a des choses vers lesquelles j'ai envie de tendre et je suis pas encore très douée et ça emmène. En fait, je pense qu'il faut emmener vers quelque chose qui nous drive, qui nous motive et qui nous rend vivants. Parce que sinon, on est juste une machine à tâches, une machine à faire. Et ça sert à rien. Il y a aucun humain qui reste motivé sur ça. Au bout d'un moment, la question du sens, elle va prédominer. Et donc, ça va être cette fameuse question que moi, je pose très souvent, c'est à quoi ça sert? Et donc, si tu ne sais pas à quoi ça sert, ça veut dire que tu ne sais pas à quoi tu sers. Et donc, il y a un moment où tu peux pas te lancer là-dedans. Donc, vraiment, j'irai de manière très factuelle. Qu'est-ce que je sais faire que j'ai envie de garder? Qu'est-ce que j'aime faire? Et ce vers quoi j'ai envie d'aller pour te mettre en mouvement. Vraiment, ça c'est, je crois, la première des choses. Bon, après moi, je me suis fait accompagner, donc de toute façon, on rejoint ce que tu disais au tout début. Je crois que c'est difficile, quand ça fait longtemps, ou même pas longtemps, que tu connaisses ou que tu connaisses pas, mais en tout cas, quand tu changes de rythme, quand tu changes de façon de faire, c'est comme si tu revenais à l'enfance. Et donc, à l'enfance, tes parents, ou en tout cas les personnes qui t'ont élevé, elles t'ont appris à faire des choses, tu vois, genre t'as pas appris tout seul, t'as appris par mimétisme, t'as appris par la répétition, t'as appris par l'expérience, le fait de faire. Du coup, entoure-toi des personnes, que ce soit d'un coach, d'un formateur, d'un psy, de thérapeute, et en tout cas, un cercle aussi, un entourage qui te permette d'aller vers ça. Parce que si jamais toi, tu commences à changer, mais que ton entourage, ton environnement ne change pas, il y a un moment, c'est un peu comme une maladie, ce qui t'a rendu malade va te rendre à nouveau malade. Donc tu vas sortir, te guérir, ou tu vas sortir et oser faire un pas de côté. Mais si tu reviens dans ton environnement de base qui t'a soit rendu malade, soit qui t'a enfermé dans des croyances limitantes, ça va revenir. Faut pas négliger le poids de l'entourage et de l'environnement, quoi. Ok, donc c'est faire un point sur ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire, et une projection
sur l'avenir Ouais, et ensuite s'entourer. Donc peut-être être accompagné et se rapprocher de personnes en qui on veut ressembler. C'est ça? exactement. Ouais. Ouais, j'aime bien cette méthode-là, hein. C'est à peu près ma vision des choses. Je pense que de toute façon, c'est l'une des meilleures façons d'avancer. Moi, je mettrais un peu plus de puissance sur la projection. Pour moi, c'est vraiment un truc qui a très très bien marché avec moi et qui continue de bien marcher. C'est ce que j'inculque aussi aux personnes qui sont dans mon accompagnement, en fait, de créer une vision, mais vraiment précise, tu vois. Parce qu'en Ouais. fait, on n'a pas l'habitude de faire cet exercice-là. Et Mm. moi, j'en parle très souvent. Mais si tu te poses devant une feuille blanche, un carnet, tu te projettes dans 3 ans. Et tu sais, tu mets une date, c'est précis. C'est Ouais. aujourd'hui, on est le 17 décembre 2024. Et ben, le 17 décembre 2027, qui tu es, très important de dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, combien tu gagnes, où est-ce que tu vis, avec qui tu vis, c'est quoi ton style de vie, ta journée type, ta semaine type, etc. D'être vraiment précis et d'être exhaustif. Et ça va créer ce que tu disais là tout à l'heure, le désir en fait, Mm. l'envie d'avancer, tu vois. Parce que ça va te créer ce désir parce que tu vas te dire, ouais, cette vie, ça me donne envie, quoi. C'est ça que je veux, tu vois. Et du coup, tu as Exactement. un début d'éclaircissement. Tu sais où est-ce que tu veux aller, tu as un cap, tu vois. T'as pas des objectifs très précis, mais au moins ça se dessine petit à petit. Et en Mais plus, t'as j'en une sais un petit peu. direction. C'est ça, exactement. Tu as une direction, et puis le désir, c'est le carburant du mouvement. Donc ça va commencer à créer des actions par la suite. Et donc, pour moi, le deuxième step, c'est d'aller, comme tu l'as dit, se rapprocher des personnes qui font déjà ce job, qui ont déjà ce style de vie, d'aller les contacter sur Instagram, sur LinkedIn, sur Malte, bref, peu importe, à travers le bouche à oreille, enfin, à travers différentes manières. Pour moi, il y a clairement cet aspect-là. Et souvent, j'utilise une image un peu pour expliquer ce truc-là. C'est qu'en fait, les personnes qui sont donc en CDI et qui veulent se lancer en freelance et se lancer en tant qu'indépendant, c'est comme si tu étais donc au croisement d'un chemin. Et donc, tu as un chemin que tu connais très bien. Donc, c'est une descente vers la vallée, mais une vallée qui est ensoleillée. Tu vois, tu connais déjà, tu sais ce qu'il y a, tu vois tout. Et en face, donc tu as un autre chemin, c'est une montagne. Et cette montagne, bah, malheureusement, il faut déjà la gravir, mais surtout, il y a un peu de brouillard, tu vois. Mhm. Et donc le truc, c'est que la plupart des gens, bah, ils se disent, bah non, en fait, je vais rester sur le chemin que je connais, je vais aller dans la vallée, je vois tout, et c'est ensoleillé, je vois ce qui se passe, je connais. Je suis dans mon confort. Alors qu'aller dans le brouillard, c'est aller dans l'inconfort. Mais cet exercice-là, je trouve qu'il permet déjà un petit peu d'enlever cette partie, ce brouillard, en fait. Et puis le second step que tu as dit aussi, aller se rapprocher des gens, leur poser des questions, déjà prise d'informations pour venir nourrir la réflexion. On continue encore une fois d'enlever ce petit brouillard-là. J'aime bien utiliser cette image-là parce que souvent on a l'impression que rester dans le confort, en fait c'est notre cerveau, c'est le cerveau reptilien, tu vois, qui nous garde dans le confort et qui nous dit ah bah non ça Bien sûr. on connaît pas danger, non parce qu'il est là pour nous protéger le cerveau reptilien, mais d'un côté il est bête, donc il faut lui dire bah non mec moi je vais aller par là, oui mais non on connaît pas, c'est danger, on va dans la vallée ensoleillée. Ah, non, il faut aller dans la montagne avec un peu de brouillard, mais pas à pas parce qu'il y a un autre truc qui fait peur aussi, c'est c'est ce qu'on peut appeler le moonshot. En fait, on voit Mhm. directement le haut de la montagne. Sauf que, Ouais. bah, pour arriver sur le haut de la montagne, il y a des étapes et puis il y a beaucoup de brouillard, tu vois. Donc, on rebaisse le niveau du regard et puis on fait step by step, tranquillement, et on avance. Et c'est très marrant parce que, tu vois, encore une fois, à Bali, j'ai croisé une freelance, un an et demi après l'avoir croisée. Et donc, un an et demi avant, elle était pile à cette étape-là. Elle était salariée, elle réfléchissait, elle était venue à un after-work de freelance dans lequel j'étais pour commencer à prendre des informations. Et ben un an et demi Ah. après, elle vit à 100% du freelancing et elle est à Bali. Donc Waouh! Ah, j'aime incroyable. trop, j'adore en fait ce genre d'histoire parce que ça permet, bah, tu vois, à ce cerveau qui se base sur le passé, sur l'existant, ça lui permet de créer des projections de s'il y en a qui ont réussi, alors pourquoi pas moi, tu vois. Et le Ouais, pourquoi pas moi, il pique parce qu'il vient piquer l'ego, mais il ouais. fonctionne parce que, bah ouais, tiens, pourquoi pas moi? Qu'est-ce qu'ils ont mis en place et que moi j'ai pas mis en place? Et je rejoins totalement ta vision. Moi, je parle d'autoroute et de chemin broussailleux avec des épines, mais c'est la même chose. On va toujours aller là où c'est facile, là où c'est tout droit, alors que il y a un moment où ce chemin qui nous a servi, bah, il fonctionne plus. Il faut accepter d'aller en créer un autre et de l'emprunter de manière régulière pour que ça devienne peut-être pas une autoroute, mais à minima un chemin de traverse qui soit agréable, quoi. Carrément aligné. Franchement, là, je pense qu'on leur a donné tellement de puissance. Rien que, tu vois, si les choses sont extraites, tout ce que tu as pu aussi remettre de manière synthétique et leur redonner en résumé, je pense qu'il y a déjà énormément de valeur dans tout ça. Hmm. C'est ça, en 45 minutes, on vient de faire une sorte de masterclass de qu'est-ce qui bloque, pourquoi est-ce que ça bloque et comment est-ce que je peux me mettre en action vers, tu vois. J'ai envie de dire pratiquer. En fait, là, c'est maintenant, c'est OK, vous avez écouté ou vu cette vidéo. Maintenant, c'est prenez un papier, un crayon. C'est tout. Il y a pas, là, c'est à vous de faire le job, quoi. C'est pas d'attendre la prochaine vidéo. C'est à vous de faire le job avec déjà l'existant.
parce que l'humain est dans une forme de surconsommation aussi d'informations. Il y en a trop partout et ne se pose pas. Et moi, j'en ai un peu marre de voir ça, du papillonnage d'informations, alors qu'il y a beaucoup de valeur. Mais la valeur, tu viens la cultiver. Donc nous, on vient de passer le relais. Maintenant, en face, c'est à vous de l'attraper et c'est à vous de faire quelque chose. Juste écrire quelque chose, méditer 5 minutes, je sais pas, même poser une question, mener une action, en fait faire la première petite action, le premier petit pas qui vous met en direction de ce vers quoi vous avez envie d'aller. Parce qu'un petit pas, c'est pas très engageant et pour autant, ça te donne déjà le cap, la direction et ça permet d'avancer. Ouais, je suis d'accord avec toi, franchement après c'est OK, action quoi, faire. C'est étape par étape en fait. À chaque fois, et tu l'as dit, il y a tellement d'informations que déjà tu te perds dans cette information. Et surtout en fait, souvent on te vend du rêve en fait. On te vend un résultat, on te vend des solutions machin, comment gagner 10 000 euros, je sais pas quoi. Mais il y a des étapes. Et le truc c'est qu'en plus, ce qui est problématique, mais je connais très bien le mécanisme, mais sur YouTube et sur plein de plateformes, bon bah t'as une petite partie, une mini partie de réponses. Et quand bien même c'est pas des réponses, tu vois, c'est le quoi et pas le comment. Il faut aller au contact des gens. De toute façon, il y a que ça de vrai. Il faut aller au contact des gens, comme la fille dont je parlais, qui allait au coworking, after work. Et puis commencer étape par étape. C'est se définir, comme tu l'as dit, étape par étape. Moi, je pense que ça découle aussi bien de l'exercice de la vision. C'est OK, dans 3 ans, je vais être là. Bon, bah, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour mettre déjà les premières petites pierres à l'édifice qui vont construire ma vie future. Et OK, bah, ça commence par peut-être écrire ma vision. Ça commence peut-être par faire un point sur ce que j'aime pas faire, sur ce que je veux faire. Ça commence aussi par rencontrer les gens. Et puis ensuite, bah, tranquillement, on avance pas à pas. Franchement, moi, je trouve, voilà, s'il y a vraiment un apprentissage assez conséquent à avoir. L'accompagnement, la formation, ou que ce soit un truc en ligne ou comme une petite école aussi, il y a des masters aujourd'hui qui font 1 an ou 2, ça peut être une solution, enfin voilà. Mais je pense que c'est aussi l'une des solutions potentielles. Merci Fanny pour cette discussion. Merci à toi Nico, merci. Avec grand plaisir, à chaque fois c'est toujours très puissant, j'adore. J'espère que ça va bien servir à toutes les personnes qui nous écoutent. Je sais que ces sujets sont assez plébiscités. On m'en avait parlé, on m'avait fait des retours sur Instagram. Donc c'est pour ça que je me suis dit que ce serait intéressant qu'on refasse un autre épisode format discussion. Moi j'en avais parlé en solo, j'avais sorti un épisode je crois début septembre, un truc comme ça. Comment faire face à ses peurs. Il y avait des petits exos et tout. Là avoir ton point de vue, hyper intéressant. En plus on a parlé du salariat et tout. Bref, trop bien. On a fait cette petite masterclass, trop content. Est-ce que tu as peut-être un dernier message à envoyer ? Non, j'ai juste envie de dire lancez-vous parce que si ça vous fait peur mais que ça vous met pas non plus en PLS, c'est que probablement il y a quelque chose derrière à aller chercher. Et une fois encore, sécurisé pour que ce pas soit affirmé, mais faites-le ce pas quoi, parce qu'il y a vraiment des belles choses derrière. Bah écoute, merci Fanny. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous plaît, de laisser un avis, un petit commentaire, ça nous fait plaisir. Si c'est sur YouTube, n'hésitez pas à commenter. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres épisodes et on reverra certainement Fanny peut-être. Ben ouais, avec plaisir pour un autre sujet. Bonne journée. Allez, ciao Fanny. Ciao.